Le but de cette présentation est de fournir des informations sur le contenu de la nouvelle version de la norme EN 1176-2017. Vous y trouverez du vocabulaire, des éclaircissements sur des points précis et plus globalement, une vulgarisation de la norme utilisée pour nos aires de jeu. Let's play. Dans ce chapitre, nous allons voir les espaces composant notre jeu. D'abord, quels espaces composent nos jeux et leur utilité, puis des précisions sur les équipements oscillants, communément appelés les jeux à ressort, mais aussi sur les toboggans et les balançoires. Ces trois précisions sont détaillées au chapitre 2, 3 et 6 de la norme EN 1176, en plus des exigences générales, qui est le chapitre 1er de la norme. Quel est l'espace minimal d'un jeu? L'espace minimal d'un jeu est constitué de trois sous-espaces, le jeu en lui-même, l'espace de chute et l'espace libre. L'espace de chute appelle aux notions de hauteur de chute libre et de zone d'impact, que nous aborderons juste après. Partons simplement du principe que c'est la zone autour du jeu, définie par le fabricant sur la fiche du produit. Il ne doit pas y avoir d'éléments saillants dans cette zone, ni d'obstacles sur lesquels les enfants pourraient tomber et se blesser. L'espace libre est un espace situé à l'intérieur, sur ou autour du jeu, qui peut être occupé par un enfant entraîné dans un mouvement forcé. C'est-à-dire un mouvement qui ne peut être arrêté ou contrôlé par l'enfant. Par exemple un toboggan ou un mât de pompier. La règle fondamentale pour ces espaces est la suivante. Les espaces de chute de deux structures peuvent se superposer. A contrario, il est interdit de superposer des espaces libres avec d'autres espaces, que ce soit un espace de chute ou un autre espace libre. Bien sûr, il existe des exceptions à cette règle, telles que les équipements fragmentés, comme les pas japonais. Mais voyons de manière générale comment est définie la zone d'impact. L'espace autour d'un jeu est donc appelé espace de chute. La projection de cet espace au sol est la zone d'impact, c'est-à-dire l'endroit où un enfant peut tomber s'il chute. La zone d'impact est calculée grâce à la hauteur de chute libre, c'est-à-dire la hauteur entre le sol et la plus haute surface accessible de l'équipement de jeu. Le calcul est assez simple et est représenté avec cette courbe. En dessous de 1,5 m de hauteur de chute, la zone d'impact doit être d'au moins d'1,50 m de long. Ensuite, la longueur minimale augmente en même temps que la hauteur de chute jusqu'à 3 mètres, hauteur maximale autorisée par la norme. À cette hauteur, la zone d'impact a une longueur minimale de 2,50 m. Cette règle est valable pour toute aire de jeu. À quelques exceptions près que nous aborderons ensuite avec les grands classiques de l'aire de jeu. Par exemple, les équipements oscillants, qui sont tous les jeux à ressort. Les équipements oscillants sont classés en 5 catégories selon leur utilisation ou leur conception. Il est indiqué dans la norme pour chacune de ces catégories si une superposition d'espace est possible. Pour toutes ces catégories, l'espace de chute autour du jeu est d'au moins 1 mètre autour de l'équipement en position extrême. Le type 1 sont les balançoires à fléau, où l'enfant ne peut bouger que verticalement. Cette famille d'équipements a un espace libre, hachuré, qui ne peut pas être superposé. Certains jeux ont une plateforme sur laquelle l'enfant peut aller, debout. L'espace de chute est donc majoré à au moins 1,50 m. Le type 2 sont les équipements oscillants à éléments de support unique. Il est divisé en deux catégories, avec les jeux dont le mouvement est prédéterminé, ou bien multidirectionnel. La norme considère que cette famille n'engendre pas de mouvement forcé, donc elle ne possède pas d'espace libre. Et de fait, les espaces de chute de 1 mètre minimum peuvent se superposer. Cette famille de jeux ressemble beaucoup au type 3, qui sont les bascules à éléments de support multiples. Ici aussi, subdivisées avec des mouvements prédéterminés ou bien multidirectionnels. Elles partagent aussi l'absence d'espace libre, donc des espaces superposables. Encore une fois, certains produits peuvent accueillir des enfants debout. Les espaces de chute sont donc adaptés en fonction, jusqu'à 1,50 m. Le type 4 concerne les bascules longitudinales. L'assise reste horizontale lors du mouvement. Et enfin, le type 5 concerne les balançoires rotatives et oscillantes à point de suspension au-dessus de l'utilisateur. Ce type présente des risques particuliers,
De fait, la zone d'impact doit être matérialisée. Pour ces deux familles, nous sommes dans le cas d'un mouvement forcé, donc dans un espace libre, qui n'est pas superposable. Voici un résumé de ce que nous avons vu sur les types d'équipements oscillants. Notez bien l'absence d'espace libre pour les types 2, 3 et 4. La hauteur de chute est imposée, pour ces types-là, à 60 cm. Un autre incontournable de l'aire de jeu est le toboggan. À l'instar des équipements oscillants, il existe une multitude de types de toboggans. Qu'ils soient intégrés au relief ou combinés à d'autres activités, qu'ils soient incurvés ou hélicoïdales, ils respectent une architecture commune. Tous les toboggans sont subdivisés en plusieurs zones, et chacune de ces zones doit vérifier un certain nombre d'éléments normatifs. Il s'agit de la zone de départ, la zone de glissade et de la zone de sortie. Cette architecture et les points normatifs qui y sont liés sont principalement destinés à la conception des toboggans. En revanche, l'espace de chute en sortie de toboggan peut varier. Nous rassemblons ainsi deux grands groupes de toboggans. Tout d'abord, les toboggans ont toujours une zone de départ où l'enfant peut se mettre en position, une zone de glissade où l'enfant est entraîné dans un mouvement forcé. Cette zone est de fait un espace libre. Et une zone de sortie où la vitesse de l'enfant est réduite pour quitter le toboggan en sécurité. La longueur de la zone de sortie caractérise le type du toboggan, et c'est à partir de cette zone de sortie qu'est définie la longueur de la zone d'impact. Si la longueur de la zone de sortie est supérieure de 30% à la zone de glissade, alors c'est une zone longue. Sinon, c'est une zone de sortie courte. Une zone de sortie courte définit les toboggans de type 1, et une zone de sortie longue définit les toboggans de type 2. La longueur de la zone d'impact des toboggans de type 1 est de 1,50 m si la zone de glissade est inférieure à 1,50 m. Sinon, elle est de 2 m. La longueur de la zone d'impact des toboggans de type 2 est de 1 m. Concernant la largeur, elle est toujours de 1 m autour de la zone de sortie. Le dernier type de jeu incontournable est la balançoire. Une balançoire est un équipement mobile dans lequel le poids de l'utilisateur est supporté par un pivot ou un joint articulé qui est situé à plus de 1,30 m du sol. La norme consacre toute sa deuxième partie à la balançoire. Nous allons ici parler principalement de ce qui est mesurable simplement, à savoir des zones d'impact. Il y a 4 types de balançoires définis comme tels. Le type 1, le siège a une rotation autour de l'axe. Pour le type 2, le siège a une translation autour de l'axe. Pour le type 3, le siège a une rotation autour de plusieurs axes. Et enfin, les types 4 regroupent les balançoires à contact. Nous nous concentrerons sur le type 1, qui est le cas le plus commun. La hauteur de chute libre est déterminée par la garde au sol du siège, plus la moitié de la distance entre l'axe de rotation et l'assise du siège. La zone d'impact d'une balançoire est calculée en fonction de la distance entre l'assise du siège et l'axe de rotation. Cette hauteur est multipliée par 0,867, qui est le sinus de 60 degrés, auquel on ajoute soit 1,75 m dans le cas d'un sol synthétique, soit 2,25 m dans le cas d'un sol fluent. Bien sûr, ces informations sont fournies avec le jeu et doivent être indiquées sur la fiche produit. Ces deux éléments déterminent les caractéristiques attendues du sol. Attention, les espaces de chute des balançoires sont considérés comme des espaces libres, donc ils ne sont pas superposables. De plus, le décret numéro 96-1136 définit l'espace de chute des balançoires comme une zone à risque. Voici le texte. Les limites des zones présentant des risques particuliers, comme les abords des balançoires ou des tourniquets, doivent être matérialisées de manière que, dans leur utilisation normale ou raisonnablement prévisible, ils n'occasionnent pas de heurts entre les enfants utilisant l'équipement et ceux qui ne l'utilisent pas. Ainsi, l'espace de chute des balançoires doit ressortir d'une aire de jeu. Si une clôture est utilisée, elle doit se trouver à plus de 1,50 m du siège
et à 1,50 m de l'espace de chute dans le sens du mouvement. Le sol peut être aussi un moyen de matérialisation en fonction de sa nature ou de sa couleur. Nous verrons ensemble plus précisément les caractéristiques auxquelles doit répondre le sol amortissant, en suivant les normes EN 1176 et EN 1177. Comment est-il testé, les informations légales fournies, etc. À très bientôt!